Comme il avait fait en Martinique, le président Patrice Talon a appelé les Africains à prendre conscience des véritables causes des difficultés du continent. Pour ce dernier, l'Afrique est faible, pas seulement à cause de l'esclavage, du colonialisme ou encore du néocolonialisme. Le continent africain aujourd'hui est seul responsable de son sous-développement. Une sortie qui ne manque pas d'interroger. À quoi renvoie exactement la prise de responsabilité évoquée par Patrice Talon? S'accrocher au passé rend-il réellement le peuple africain vulnérable? Nous aurons l'occasion d'en parler dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Et puis en deuxième partie, Bassirou Diomaye Faye est attendu dans quelques heures seulement à Bamako et à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Un double déplacement durant lequel ce dernier et ses homologues Assimi Goïta et Ibrahim Traoré vont échanger sur le renforcement des relations de coopération bilatérale et sur des sujets d'intérêt commun. Cette visite d'amitié et de travail intervient également dans le cadre des engagements pris devant le président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, l'objectif étant de ramener l'alliance des États du Sahel dont la CEDEAO. Que faut-il attendre justement de ces visites ou du moins dans deux des trois États fondateurs de l'AES du président Bassirou Diomaye Faye? Nous aurons l'occasion également d'apporter quelques éléments de réponse à toutes ces interrogations. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Vous êtes sur For You Media Africa, vous nous prenez en direct à la télévision, vous êtes en relais sur les ondes de la 96.3 FM, vous nous prenez également en direct sur nos différentes plateformes numériques, Facebook ou encore YouTube. Deux thématiques aux côtés, trois invités. Henri Atangana, vous êtes avec nous ce soir en direct de Bruxelles. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité une fois de plus sur For You Media Africa. Bonsoir à tous les panafricanistes et tous les téléspectateurs de For You Media Africa. Bonsoir à mes panélistes que vous allez présenter avec certainement plus de talent que moi. Encore une fois, merci de m'avoir m'inviter à For You Media Africa. Henri Atangana, je rappelle que vous êtes journaliste. Vous êtes également un habitué de ces émissions du Point sur l'actualité, mais de façon plus générale des plateaux d'émissions sur les antennes de For You Media Africa. Aux côtés de l'un des consultants permanents de cette émission, André Kistel Fanga, également journaliste, directeur de publication de la Dépêche du Midi. Bonsoir à vous, DP. Bonsoir M. Guéné, c'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau comme d'habitude pour des échanges extrêmement importants pour notre continent et pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de ceux qui nous écoutent et de ceux qui nous suivent, qui nous regardent sur toutes les différentes plateformes de For You Africa. Bonjour à l'aîné M. Atangana qui est de l'autre côté de l'Hexagone. C'est un plaisir. Je voudrais ne pas vous arracher le droit, n'est-ce pas, de présenter votre émission, mais poser une question à mon cher Atangana, n'est-ce pas, de l'autre côté, est-ce qu'il peut se comporter comme Mac Brice se comporte au Cameroun, là-bas à l'Hexagone? Je ne sais pas, peut-être il pourra me répondre ou pas, mais je voudrais simplement dire que voici un comportement où, au XXIe siècle, quand les hommes, n'est-ce pas, les lumières s'éclairent un peu de partout, même dans les tréfonds, mais on revient avec un comportement colonialiste, barbare, un comportement de caniveau, où vous ne respectez pas votre hiérarchie, où vous ne respectez pas, parce que, entre guillemets, quelques petits Africains vous ont donné le pouvoir, ou bien vous donnent l'opportunité, n'est-ce pas, de vous adresser à une icône planétaire comme Samuel Eto'o, respecté dans tout le monde entier. Alors, ça nous chagrine un peu. Ça nous montre à quel point nous pouvons encore descendre encore dans les abîmes, n'est-ce pas, de la colonisation, de la néocolonisation, de l'esclavage et tout le reste là. Et d'ailleurs, Marc Brice est petit-fils de Léopold II.
Et nous savons tous ce que veut dire Léopold II, ce que Léopold II représente pour l'Afrique et surtout pour le Congo, la RDC que nous connaissons. Donc, véritablement que ce genre de comportement barbare s'arrête envers des Noirs ou bien surtout envers une icône comme Samuel Eto'o. Voilà. Merci à vous, du moins André Christelle Fanga. Une réaction, Henri Atangana, sur la passe qu'André Christelle Fanga vous fait à l'instant sur le cas Marc Brice au Cameroun. J'ai vu les événements, merci monsieur, jeune frère, monsieur Fanga. J'ai vu l'événement, c'était pathétique. C'était pathétique. Personne n'imagine que je puisse me comporter comme ça à Bruxelles, devant une icône belge. Ça n'irait pas. Et je crois que de temps en temps, il faut qu'on apprenne à ces personnes à s'intégrer. Moi, je ne suis pas un méga fouteux, parce que c'est vraiment un domaine où les Camerounais sont experts, et je n'aime pas me prononcer devant des experts. Donc, je ne suis pas très fouteux. Je ne parle pas de football en Camerounais, mais je regarde l'actualité. Et là, on avait un gros problème. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux Occidentaux, comme ils nous disent de nous intégrer quand nous sommes chez eux. Personne ne leur dit de s'intégrer quand vous êtes au Cameroun. Quand vous êtes au Cameroun, vous devez apprendre que quand vous êtes devant Samuel Eto'o fils, c'est une icône nationale. Vous devez le savoir. Et vous devez adapter votre comportement à ça. Vous ne vous mettez pas à genoux devant lui. Mais la discussion n'en valait pas la peine. Vous devez vous adapter à ça. Vous ne me mettez pas devant le roi de Belgique et je dis n'importe quoi. Ça, mais il y a une faute grave de M. Brice qui ne s'est pas intégré. Autant on nous demande de nous intégrer, parce que intégrer, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y a la loi que tout le monde doit respecter. On nous demande en plus de la loi que tout le monde doit respecter, on nous dit de nous intégrer. S'intégrer, c'est ça, c'est de connaître les mentalités locales quand tu vas quelque part. Je ne connais pas personnellement M. Samuel Eto'o, mais il se fait que c'est une icône nationale. Tu ne peux pas, devant les caméras, au Cameroun, réagir comme ça vis-à-vis de lui qu'il est tort ou raison. Ça se passera mal. Tu vas te faire vomir par les gens. Donc, que M. Brice, qui est mon compatriote à l'étranger ici, s'intègre un tout petit peu. Il a besoin d'être conseiller en la matière. Pour lui dire, ben là, c'est le Cameroun. Et c'est le Cameroun, c'est Eto'o fils. Si vous avez même tombé sur un autre président de l'Africa Foot, on aurait pu l'imaginer. Mais là, non. Et puis, les gens ont interprété ça comme un manque de respect. Les gens ont interprété ça comme un esprit colonialiste. Quand tu vas quelque part, il faut connaître ce que les gens pensent. C'est ça qu'on appelle l'intégration. Et ça doit être à double sens. On pourrait dire beaucoup sur ce sujet-là. Mais merci, je crois Henri. On va justement s'arrêter à ce niveau. C'était juste une passe, comme il sait très bien les faire, André Christelle Fanga, en direction de Bruxelles. Et pour vous d'ailleurs qui êtes sur place, nous avons été rejoints sur le plateau par Patient Parfait Ndoma. Je rappelle que vous êtes homme politique. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, doyen. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Baudelaire Nguéné, le prince de ma tombe. C'est toujours un plaisir d'être présent sur votre plateau. Bonsoir à mon ami Henri Atangana depuis Bruxelles, de l'autre côté, n'est-ce pas? Comment on peut dire ça? Il y a beaucoup de brocantes qui doivent venir encore de Belgique ces jours, si j'espère. Sans oublier le pasteur Christelle Fanga, pasteur Choco. Vous avez vu la touche de la cravate ce soir. Avec les bretelles. Voilà, et les bretelles, c'est sa marque de fabrique, quoi. À nos nombreux téléspectateurs, j'ai des millions et millions, plus que millions de téléauditeurs, sans oublier nos techniciens et toute la grande galaxie panafricaine. Merci pour cette invitation une fois de plus. Je peux vous dire que le continent africain aujourd'hui est seul responsable de son sous-développement. Je le dis avec toute la gravité nécessaire. Je le dis au risque de ne pas être compris. Mais c'est ainsi que se définit désormais l'état d'esprit du Bénin, a affirmé, entre autres, le président béninois Patrice Talon à l'occasion de sa visite d'État du côté du Brésil. Avant de renchérir, je cite, « Ce n'est pas uniquement parce que l'Afrique a été exploitée et colonisée que sa faiblesse actuelle est liée à ce passé. C'est trop facile de s'en servir comme excuse pour justifier une faiblesse durable, voire éternelle de l'Afrique. » Fin de citation. Mais écoutons le président béninois, avant bien sûr de pouvoir poser un commentaire sur ses propos. L'Afrique est faible, pas seulement à cause de l'esclavage.
pas seulement à cause du colonialisme, pas seulement à cause du néocolonialisme, mais l'Afrique est faible par sa faute aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été vidée de son énergie, de son sang, il y a des siècles. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été colonisée que la faiblesse d'aujourd'hui de l'Afrique est exclusivement liée à ce passé. C'est trop facile de tenir ce prétexte pour justifier la faiblesse durable, je dirais peut-être même éternelle de l'Afrique. L'Afrique est faible, pas seulement à cause de l'esclavage, de la colonisation ou encore du néocolonialisme Henri Tangana, mais surtout pour le président béninois Patrice Talon, l'Afrique est faible par sa faute. Alors, comprenez-vous la position du président béninois? Alors, est-ce qu'il nous reçoit Henri Tangana? Revenons justement sur ces propos orduriers de Patrice Talon. Oui, exactement. C'est des propos orduriers, avec tout le respect qu'on peut avoir pour un chef d'État, chef de l'exécutif d'un pays. Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il appelle la faiblesse? Quand il dit l'Afrique est faible, qu'entend-il par faiblesse? Si vous pouvez me dire ce qu'il appelle faiblesse, allez, on va sous-entendre que l'Afrique est militairement faible. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Et exactement, venons-en au point. Pourquoi avons-nous été colonisés? Pourquoi avons-nous été esclavagisés? C'est parce qu'on n'a pas su militairement s'organiser. Monsieur Nguéné, je vous ai envoyé une photo dernièrement d'une armée coloniale. Vous allez voir à quoi ça ressemblait. L'armée coloniale, c'était essentiellement fait d'indigènes. Les gens qui mataient les Noirs étaient les indigènes. Et quand on veut parler, quand on veut dire la vérité, la force du blanc, c'est cette capacité à nous corrompre et à nous retourner vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ça qu'on voit M. Talon en train de faire. Aucun auteur, aucun intellectuel, ni africain, ni caucasien, n'a déversé autant d'ordures. Et lui parle d'excuses, nous avons d'excuses. Monsieur Talon, l'excuse que vous soyez un nègre ne fait pas de vous, ne vous donne pas le privilège de déverser des ordures sur une mémoire. L'excuse de votre négritude ne vous donne pas le droit. C'est quoi vos références intellectuelles pour déverser tout ce que vous déversez là? Quoique, vous tenez ça d'où? De quel auteur? De votre pensée philosophique peut-être? Ben tiens, écrivez-nous un peu vos pensées philosophiques, historiques. On en saura peut-être un peu plus. Dans le mot même que vous utilisez, Afrique est faible. On peut déjà débattre dessus ce que vous appelez la faiblesse. Et savoir même ce que vous voulez dire. Ce qui est ahurissant, c'est de voir que vous avez un monsieur qui ne pèse même pas les mots. Quand on a un intellectuel et qu'on utilise des mots, on leur donne de l'essence. Essence ici, c'est-à-dire que dans de la profondeur, de la substantifique moelle, de la sève. On ne prend pas au mot, on balance, l'Afrique est faible. Faible en quoi? Il s'est rendu compte que la France est virée après avoir visité Macron. Il fait partie de ces chefs d'État, quand il sort de l'Élysée, on ne sait pas pourquoi. On a l'impression que l'odeur de l'Africain, du virilisme, M. Macron, ils en sortent comme des épouses de son nourri. Mais n'est-ce pas également une façon, Henri Tangana, d'éveiller les consciences collectives aujourd'hui, de susciter justement ce regain au sein même de la conscience africaine, afin que nous, en tant qu'Africains, puissions prendre nos responsabilités face notamment aux problèmes qui se posent sur le continent africain? Est-ce qu'il est mal compris, le président Patrice Talon? Parce qu'il le dit, au risque d'être incompris. Il a affirmé dans ses propos. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans ses propos? Je dis que ces propos n'ont pas de fondement. En revanche, il peut nous dire, nous avons eu, comme je vous ai montré la photo de africaine, où nous nous sommes retournés contre nous-mêmes. Il peut le dire et choisir les mots adéquats pour dire ce qu'on veut. On n'a jamais dit que ceux qu'il appelle
appelle faiblesse de l'Afrique, en tout cas la conséquence de l'Afrique aujourd'hui est due essentiellement à l'esclavage et à la colonisation. Mais va-t-on nier que ça fait partie de ce qu'il appelle faiblesse? Il y a notre incapacité à nous organiser. Mais si j'ai envie de le dire, je ne dirais pas ça. Quand il dit vous ne nous servirez pas, on ne prend pas ça comme prétexte ou comme excuse pour expliquer notre faiblesse. On s'excuse devant qui? À qui on donne des prétextes? Demandez-lui quand il dit on excuse, c'est un peu comme s'il y a un maître qui est là vis-à-vis de qui on doit s'excuser. Un maître à qui on doit trouver des prétextes. Ah non! Là, si c'est ça qu'il voulait dire, ce que vous dites là, alors son propos est un propos crétin. On appelle ça du crétinisme intellectuel. Quand on est un intellectuel, qu'on s'assume, on choisit les mots. On donne du sens, et je le redis à son propos. Mais pas ça. Mais pas ça, pas se lever et faire le petit nègre exalté qui explique, et tout le monde applaudit, que c'est notre faute, comme on dit souvent en Europe. Ah, dès que vous essayez de dire que vous êtes victime de discrimination, on vous dit que vous êtes un victimaire. Entendez bien, c'est un mot qu'on a inventé en Europe. Les Africains victimaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes discriminé au logement, à l'emploi et à tout, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Vous n'avez pas le droit de faire la victime. C'est pas comme si j'arrive chez vous, je viole votre fille et quelques années après, je dis, ben, écoute, je t'ai violé, c'est pas grave. Tu fais ta petite victimaire. Non, il y a des faits. On parle des faits ou on n'en parle pas. Si on veut, c'est certainement pas comme ça. Remarque, les consciences, nous le faisons. Il peut nous rejoindre pour éveiller les consciences, mais pas en se faisant ambassadeur de la cause impériale. Parce que c'est comme ça que le sondage est entendu. On est en train de nous dire, ne réclamez pas justice. Parce que si vous réclamez justice, ça veut dire que non, vous êtes victimaire. Parce qu'il y a eu, dans toute société qui existe, dans toute société qui se respecte, quand on commet des actes délitaires, on doit être jugé, condamné, et ceux qui en ont été des victimes doivent être dédommagés. C'est l'essence même du droit. Sinon, on est en négation de toute forme de droit. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui seraient capables, si vous arrivez en France aujourd'hui, vous prenez une petite Française, vous violez, et vous dites, bon, non, mais fais pas ta petite victimaire là. On va vous dire, non, monsieur, vous êtes dans un état de droit. C'est l'essence de la naissance de l'état de droit, où on n'est plus dans l'état de la violence. L'état de la droit est basé sur, en tout cas, quand on veut que dans une société où les hommes sont égaux, la justice est la même pour tout le monde. Si les Juifs aujourd'hui commémorent la Shoah, M. Talon irait leur dire que, écoutez, arrêtez ça, votre posture aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a eu la Shoah. Il est capable de dire ça en France? Il est capable de dire ça devant Macron? Il est capable de dire devant Macron de ne pas commémorer la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale? C'est quoi la démocratie dont on parle aujourd'hui? La démocratie est le résultat même de la Révolution française. Il y a combien de siècles? La République est née de la Révolution française. La République est née de la volonté d'en finir avec la monarchie. La République est le fruit du passé. La République française et toutes les autres républiques américaines et tout ça. En tout cas, et puis même les royaumes actuels ont muté en royaume parlementaire pour y intégrer une dose de républicains, une dose de démocratie. Parce que le fondement même de la République est la démocratie. Où avez-vous entendu? J'ai entendu des propos orduriers. Il dit ceci, il dit que nous sommes esclaves de notre mémoire. Attendez. Attendez, c'est la première fois que j'entends une bêtise comme ça. J'ai jamais lu ça dans un auteur, n'importe lequel. Voilà. D'un être dont la mémoire est le fondement pour sortir, de son Henri, existence. pour sortir sur ce premier jet. Voilà. Qu'il est victime de sa mémoire. Je suis par là. Merci. Voilà. Merci à vous, Henri Atangana, pour cette première réaction sur le sujet en question. Alors, l'Afrique seule est responsable de son sous-développement. Il ne faudrait pas que les Africains tiennent pour prétexte André Christelle Fanga, la colonisation, l'esclavage ou encore le néocolonialisme pour justifier
leur faiblesse. Que faut-il comprendre par là? C'est-il mal pris dans sa communication? Ou alors avez-vous l'impression aujourd'hui qu'il y aurait un sous-entendu que le président Patrice Talon voudrait ressortir, mais qu'il s'y est mal pris? L'Afrique a justement des problèmes parce que des gens comme Talon sont au pouvoir. Comment ça? Mais l'Afrique est sous-développée parce qu'il y a des phénomènes d'un autre genre comme Talon au pouvoir. L'Afrique est justement à cette posture parce qu'il y a des leaders de la trame de M. Talon qui réfléchissent comme ça. Donc, il a parfaitement raison. Mais je crois qu'il tire sur son propre pied en communiquant de cette façon-là, en disant ce qu'il a dit là. Parce que l'un des principes de la colonisation, c'était de lobotomiser, de transformer les cerveaux, c'était le déni de soi-même. Qu'on soit amoureux de nos bourreaux, de leur éducation, de leur style, de leur vécu. Et c'est ce que Talon est en train de refaire. En fait, qu'on répète au quotidien leur vocabulaire, n'est-ce pas, leur façon de voir les choses. Et c'est ce qu'il est en train de répéter mot à mot. C'est-à-dire, nous sommes devenus, comme M. Atangana disait tout à l'heure, là, des victimaires. C'est-à-dire, au quotidien, se plaindre de la colonisation, de la néocolonisation, se plaindre de ceci. Alors que ces différents éléments-là ont laissé des séquelles, oui, extrêmement importants, mais dire que l'Afrique aujourd'hui est sous-développée parce que, à cause des Africains eux-mêmes, je pense que c'est parce qu'il n'a pas encore compris que George Floyd, qui avait le genou sur son cou aux États-Unis, le blanc encore n'a pas encore enlevé son genou sur notre cou. Et c'est parce que les Occidentaux ont fabriqué des hommes politiques comme Talon pour venir déposer au pouvoir. Vous savez que son modèle politique, c'est M. Ouattara. Donc, quand vous avez des modèles politiques comme ceux-là qui doivent diriger nos États, ce n'est que normal qu'on se retrouve avec ce genre de réflexion et ce genre de déclaration. Parce que, je vous ai dit, d'ailleurs, je profite pour saluer mes amis béninois qui me menacent au téléphone, là, qui disent que je malparle de leur président. Je leur dis, ben, je ne fais que dire la vérité. Je dis la vérité pourquoi? Parce que Talon, pour être milliardaire qu'il est, c'est quelqu'un qui a fabriqué ou bien a utilisé tous les vous appelez ça quoi, les stratégies pour sponsorer l'État béninois de la plupart de ces fleurons d'entreprise, surtout dans le domaine cotonnier. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui a la logique justement des capitaines d'industrie venus de l'Occident, c'est-à-dire de s'accaparer des richesses de l'État. Donc, c'est les fabrications de Ouattara des années après les privatisations. Vous voyez que les privatisations ont fabriqué des monstres comme M. Talon aujourd'hui qui vient donner des leçons de sous-développement en Afrique, qui vient dire aux Africains que non, vous êtes sous-développés parce que en réalité, vous êtes toujours des victimaires. Mais s'il n'a pas mal compris, le président Patrice Talon, parce que dans la suite de son propos, il dit ceci, je cite, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, il est temps que les Africains, le noir, sans oublier le passé, ne restent pas enchaînés à celui-ci. Il est temps que les Noirs, individuellement et collectivement, décident d'entrer en compétition en refusant de rester prisonniers des rancœurs du passé. Fin de citation. Mais est-ce qu'on est encore rancunier? Clairement ressortir. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est dans une logique de communication. Vous savez, on a commencé un débat hier qui était très intéressant sur le construit. Le construit d'une nouvelle démocratie.
ce qui va bientôt se passer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on va dire bon ok, on va aux élections, voilà, il y a eu une élection démocratique et voilà, tel a gagné. Peut-être le président qui en place a perdu les élections et de nouveaux hommes sont venus au pouvoir, les plus jeunes sont venus au pouvoir et ça fait la démocratie et on oublie rapidement ce qui s'est passé, n'est-ce pas, pour de monsieur Alassane Ouattara pour arriver au pouvoir. C'est la même chose avec les talons aujourd'hui qui sont ces égéries là, n'est-ce pas, ces personnages utilisés pour justement, n'est-ce pas, façonner une nouvelle pensée en Afrique ou bien donner des nouvelles directives et dire aux Africains que non, vous avez tort, n'est-ce pas, de penser que votre sous-développement, c'est à cause de la colonisation, c'est à cause de l'esclavage et tout ça. Le néocolonialisme. On dit d'accord, il y a eu ces effets-là. Mais nous savons tous que les larbins, vous appelez ça quoi? Ces sous-préfets installés dans nos territoires continuent le colonialisme, le néocolonialisme et continuent à perpétuer, n'est-ce pas, le système néolibéral capitaliste, n'est-ce pas, qui maintient le monde entier. Pas seulement les Noirs, pas seulement l'Afrique, pas seulement les Africains, le monde entier en esclavage. Parce que vous avez un système néolibéral capitaliste, n'est-ce pas, qui ponctionne la plupart de la richesse mondiale, qui s'enrichit au détriment des pauvres, n'est-ce pas, et ne veut pas le développement des États. Prenons des exemples simples. Vous avez une entreprise expatriée appelée Eneo au Cameroun. L'actionnaire majoritaire de Eneo, je crois, c'est les Anglais. Alors, quand vous avez une entreprise comme celle-là qui continue à nous vendre du noir et se fait beaucoup d'argent dans les facturations, n'est-ce pas? Et vous continuez et vous ne pensez pas que c'est la néocolonisation qui continue, le système néolibéral qui continue, c'est-à-dire on s'en fout de vous, on préfère nous jeter des gadgets politiques ou bien des instruments ou bien des choses. Ça, j'ai pris juste le cas du Cameroun. Vous voyez un peu, si vous allez un peu de partout, vous allez retrouver que c'est un peu ça, un peu de partout, ces entreprises néocoloniales qui continuent à manifester le colonialisme et le capitalisme néolibéral sur nos territoires pour nous maintenir dans le sous-développement. Et vous allez avoir dans ces États-là, par exemple, vous allez en Côte d'Ivoire, on va apprécier la gouvernance Ouattara alors qu'aujourd'hui, ils sont à l'un des pays les plus endettés. Mais vous allez retrouver que les indices de prospérité, les indices de ceci, les indices de Bretton Woods, des institutions de Bretton Woods disent que non, vraiment, l'économie est croissante en Côte d'Ivoire. Alors que c'est un endettement profond. Vous voyez, le système néolibéral, n'est-ce pas, capitaliste, continue à enfoncer les pays africains, nous faisant croire que non, on est en train de se développer alors qu'en réalité, on est au même niveau. Parce que les routes biodégradables, nous les connaissons en Côte d'Ivoire. Une route faite aujourd'hui et puis demain c'est dégradé. Donc nous savons tous que le système, n'est-ce pas, néolibéral continue bien sûr, à continuer à faire des émules dans nos nations. Maintenant, il faut véritablement que nous ayons des vrais leaders politiques, que les gens comme les talons dégagent du plancher parce que ça ne vaut plus la peine d'avoir des leaders comme cela dans nos pays parce qu'en réalité, ils n'apportent pas grand-chose. Ils ne travaillent que pour ces entreprises et pour avoir des faveurs de quelques capitalistes européens, n'est-ce pas, pour davantage financer ces entreprises. Point trait. Voilà. Merci à vous, André Christelle Fanga. Alors, patient parfait d'homme, s'accrocher au passé rend-il nécessairement les Africains vulnérables ou encore faibles, comme le prétend le président béninois Patrice Talon? En décidant de nous réapproprier de notre mémoire historique, on se renforce plutôt. Bien sûr. On ne s'affaiblit pas. Ouais. Il faut justement se renforcer de cette mémoire historique pour mieux expliquer aux générations présentes et futures ce qui est arrivé à notre continent et qui explique en grande partie le retard de l'Afrique dans différents domaines aujourd'hui. C'est ce que je résume grosso modo par le terme contentieux historique. L'Afrique a un contentieux historique avec le reste du monde.
Et il faut insister lourdement là-dessus. Chaque fois qu'on veut faire une analyse plus ou moins critique concernant la gouvernance africaine aujourd'hui, la réalité africaine aujourd'hui, il ne faut pas faire abstraction de cette réalité-là. Pour le président béninois, cette réalité aujourd'hui ne fait pas avancer le continent, encore moins les Africains. J'ai pas fini. Merci, Baudelaire. Mais maintenant, quand on a cet acquis avec soi, on peut commencer à questionner la vitesse avec laquelle la prise de conscience nécessaire pour le véritable décollage de notre continent s'opère aujourd'hui. Et je pense que dans cette critique du président Talon, il ne s'est pas mis en marche de la critique. Je crois que dans cette critique, il se sent lui aussi responsable. Oui. N'est-ce pas? De ces espèces de démission, même collective, de nos élites, pour nous sortir de cette cage de fer. Il tient ce discours à partir d'où? Parce que tout ça est important. Il tient ce discours à partir d'un pays qu'on appelle le Brésil. Le Brésil. Il ne tient pas ce discours à partir ni de Paris, ni de Londres, ni de Washington, moins encore de Berlin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, émerveillé par l'avancée et les prouesses économiques, techniques, technologiques du Brésil, c'est une espèce de remise en cause de la vitesse avec laquelle l'Afrique tente de rattraper le gap qui nous sépare aujourd'hui des pays modernes, des nations modernes, des continents où il y a ce frémissement, n'est-ce pas, de volonté d'arriver à autre chose que cette misère endémique et cette pauvreté dans laquelle nous baignons depuis très longtemps. Parce que justement, moi je n'y ai pas encore été, au Brésil malheureusement, mais j'ai un ami très cher à moi, qui est un ingénieur informaticien, qui vit au Canada, qui m'a fait le rapport d'une de ses visites de travail au Brésil pendant un mois. Il m'a dit, parfait, que vous le vouliez ou non, nous avons un problème. Oui. En Afrique, nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe pour que ce déclic africain ne puisse pas se produire? Et effectivement, je l'ai ramené à la rengaine de notre situation actuelle, avec une économie qu'on ne maîtrise pas, avec une monnaie qui n'est pas la nôtre, avec toutes ces cicatrices de ce passé qui continuent de traumatiser aujourd'hui une certaine élite qui pense qu'elle ne peut pas faire autrement si elle ne s'aligne pas sur la voie qui a été tracée par, n'est-ce pas, les élites occidentales qui l'ont pratiquement formatée. Et je lui disais, il faut un cataclysme pour que cet éveil des consciences au niveau de nos élites se produise et décident enfin de ramener notre continent, de ramener nos pays vers d'autres horizons. Et donc quand on voit ce qui se passe au niveau de l'AIS par exemple, c'est une rupture par rapport à cet ordre ancien. C'est une avancée par rapport à cet ordre ancien. Ceux qui sont au niveau de l'AIS, des trois pays là, ils ont pour héritage cette mémoire historique. Mais ils ont aussi cette volonté d'aller de l'avant, de ne pas être coincés, n'est-ce pas, avec cette affaire de cette mémoire historique. Que nous ressassons à longueur de jour. La preuve, nous sommes sur ce plateau, nous continuons à faire des débats en français. Voilà les problèmes. C'est-à-dire que quand on les aborde, nous sommes pardon pas parce que c'est Talon qui le dit. Il faut peut-être rentrer dans le moment, dans l'espace. Et dans qu'est-ce que je parle, le contexte aussi. Le contexte qui justifie cette sortie. Cette sortie de président Talon. Cette sortie de président Talon, c'est quelqu'un qui pensait que le monde se limitait à ce qu'il connaissait. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire que le monde est énorme, il est vaste. Allez chercher ailleurs. Mais quand il tombe au Brésil, il voit ce qu'il voit, il dit c'est pas possible. Mais qu'est-ce que nous faisons? Alors, donc, une chose, ça serait de tuer Talon. Pour ce qu'il dit. Mais une autre chose, c'est de prendre en compte le fait quand même que nous sommes en retard. Et que quelque chose doit être fait. Et le dire ne fait pas forcément de lui un ennemi du continent. Patient Parfait d'Homme, c'est ce que vous voulez ressortir. Mais absolument, absolument, moi je ne comprends pas. À quoi ça sert? Il n'avait pas le droit de le dire. Il n'avait pas. Mais il fait un constat. Il dit c'est pas vrai. J'étais encore dans la caverne. J'arrive, je vois des pays
Donc personne n'imagine qu'il aurait pu être là. Et qu'est-ce que je vois? Je vous ai dit que j'ai un groupe d'amis qui vient en Australie, des Camerounais évidemment. Chaque fois quand ils doivent venir au Cameroun, ils passent par certains pays d'Asie du Sud-Est. Donc un des pays chaque fois qu'ils arrivent, me disent-ils, alors qu'ils sont déjà en Australie, ils me disent parfois on est choqués. Chaque moment qu'on met les pieds à Singapour, on a l'impression que c'est pas le même Singapour que nous avons laissé la fois précédente. Ils me disent, quand vous arrivez au Vietnam, vous voyez comment on met la question de la conquête du know-how au devant de toutes les préoccupations. Au point aujourd'hui, quand on fait les concours de mathématiques dans le monde, les Vietnamiens sont parmi les Big 3, Big 3, comme on dit. Ça doit nous interpeller. En Afrique, qu'est-ce que nous constatons? En dehors de quelques qui essaient quand même de faire quelque chose pour sortir de là, le Botswana, l'Angola, l'Éthiopie, les pays qui étaient encore dans la merde hier. Parce que l'Angola, c'est en 79 qui sont indépendants. Hein? Seulement en 79. Allez à Rwanda. Moi, j'ai été plusieurs fois. Mais ceux qui sont encore, mes amis là-bas, me disent, mais parfois, si tu reviens encore maintenant, tu seras choqué. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone? Surtout l'Afrique francophone. Qu'est-ce qui se passe? Pour que les gens continuent assidûment, de manière, dans un aplavantisme qui ne dit pas son nom, de continuer à être comme des fossiles qui refusent de voir la dynamique de la vie. Depuis plus d'une décennie que je suis sur le plateau télé dit panafricain où on débat sur la question de franc CFA. Mon ami André Tangana, ça fait plus d'une décennie, 13 à 14 ans, que ce débat, ce problème, cette problématique au centre de nos débats. Il faut qu'on se débarrasse de franc CFA. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais pourquoi? Donc les autres ne s'embarrassent pas de cette considération de type. Je vous rappelle que le Brésil fut une colonie portugaise. Mais aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Quand le Brésil parle, le Portugal écoute. C'est une inversion des rapports de force qui s'est produit. Nous en Afrique, on est là. Les gens s'éternisent au pouvoir. Ils ne veulent pas bouger. Ils veulent même confier après les pouvoirs aux enfants, aux arrière-petits-enfants. Le vol, la gabegie, la corruption, la concussion. On préfère être dans les loges maçonniques, envoyer des djembés, n'est-ce pas, pour que le grand maître vienne encore consolider nos pouvoirs. On connaît l'histoire et du Congo-Brazza, je ne veux pas citer les noms, et de Burkina Faso au temps de M. Compaoré, etc. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez. Donc, quand le président Lula du Brésil était venu à une réunion, je me souviens encore, Christophe Fanga, je crois de l'Union africaine, c'était où? C'était à Malabo. J'étais. Il a coulé les larmes. Il a dit aux Africains, mais mes frères, qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez quoi? Mais comment vous pouvez rester dans cette situation de pauvreté alors que vous avez tout pour vivre comme les anges au paradis? Je dis que Lula a parlé, il a pleuré. Lula, l'actuel président du Brésil. À l'époque, il était président avant qu'il ne soit dégommé et maintenant il est revenu. Donc quand Talon le dit, ce n'est pas parce que c'est Talon, n'est-ce pas, le mécréant, parlons comme les chrétiens, qui le dit, mais c'est que, est-ce que ce qu'il dit, il y a une base de vérité là-dedans? Si on dit oui, alors là, prenons ce qui est bon. Oui. Laissons, comme on dit dans ma langue, rejetez-moi, mais ne rejetez pas ce que je vous dis. Parce que c'est ça, c'est là la base de cette prise de conscience qui va nous permettre enfin de nous secouer, de nous manier un peu l'arrière pour qu'on se réveille et qu'on fasse autre chose. Regardez nos routes, regardez nos hôpitaux, regardez nos écoles. Et malheureusement, une fois de plus, nous sommes toujours sur franc CFA. Et on ne comprend pas pourquoi. Les gens nous expliquent l'inexplicable. Nous sommes toujours bloqués là. On continue d'utiliser ce franc CFA. Christophe Fanga a déjà créé 1 milliard de fois. Rien ne bouge. Mais qu'on nous explique quelque chose, bon Dieu. Donc je pense que cette réaction de Talon, c'est une autre manière, n'est-ce pas? Je sors par là. De tirer la sonnette d'alarme, de dire que, attention, nous n'avons pas l'éternité avec nous. Les autres vont à une vitesse d'éclair. Dans d'autres espaces, l'Afrique ne peut pas continuer à rester dans la caverne parce qu'elle a tous les moyens, dont les moyens humains de qualité, pour que justement nous aussi nous puissions créer
ce génie-là qui va permettre au continent africain, enfin, de compter comme un véritable espace de progrès et de prospérité pour ses populations au niveau de la planète. Merci à vous, patient parfait d'homme. Alors, Henrietta Tangana, indépendamment de ce que dit le président béninois Patrice Talon, n'est-il pas temps qu'enfin, nous, en tant qu'Africains, on puisse clairement se remettre en cause, se basant justement sur ce contentieux historique dont parle patient parfait d'homme? Oui, se remettre en cause. D'abord, il faut peut-être contextualiser le propos de M. Talon. Il parle de qui? Il parle de pays ou il parle de race? Il parle des Africains de façon générale, qu'ils soient sur le continent ou alors qu'ils soient de la diaspora. Voilà, on est en train de parler là de race. Très bien, allons au Brésil où il parlait, paraît-il immense et émerveillé. Qui a le pouvoir? C'est pas tous des locodèrmes? Les populations les plus pauvres, mais dans une misère totale, dans les comment on appelle encore ces sous-quartiers-là? Des favelas? C'est pas des noirs, des favelas. C'est pas des noirs. Il parlait de pays. Quand allons en Afrique du Sud, il y a encore quelques... Avant-hier, je regardais une émission où le parti de Mandela va être doublé. Parce que je ne sais plus combien d'années après, ce parti au pouvoir, pour qu'il parle de longévité au pouvoir. Quand vous parlez de longévité au pouvoir, on parle de quoi? De la longévité des hommes ou des partis politiques? Entendons-nous. Parce que moi, j'aime parler de façon précise. Depuis Mandela, c'est le même parti qui est au pouvoir en Afrique du Sud. C'est pas lui, les Noirs, le reportage sont là. Ils sont encore les plus pauvres, ils sont encore devenus beaucoup plus pauvres. Les Noirs. C'est de ça qu'on est en train de parler. On ne parlait pas de pays. Alors, si on va aux États-Unis, d'accord, c'est quoi la population la plus pauvre? C'est la population noire, qui est d'ailleurs la population où le panafricanisme est de plus en plus en ébullition. Entendons-nous, nous parlons de quoi? Talon parlait de qui? Des pays, des hommes politiques ou des Noirs? Talon est en train d'expliquer que nous, Noirs, nous, personnes d'origine africaine, nous n'évoluons pas parce que nous passons le temps à nous remémorer notre passé. On fait des victimes. C'est ça le sujet. Et c'est en ça que c'est ordurier. Mais maintenant, on peut parler de tel pays, des hommes politiques, oui, on peut parler de tout ça. Et dans certains cas, il n'y a pas que nous d'ailleurs. Parce que quand vous regardez les pays dans le monde, c'est pas les inégalités sont là. Je peux développer le sujet, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps sur le fait que j'ai pas envie, c'est que vous m'avez posé une question, il faut que je réponde aussi à la question. Donc, concentrons le problème. C'est quoi le propos de Mais qu'en est-il de la responsabilité des Africains? C'est vrai qu'on se focalise beaucoup plus sur ce que dit le président. Je suis d'accord. Mais votre position, est-ce pas une façon de dédouaner complètement les Africains face à leur responsabilité, Henrietta Tangana? Vis-à-vis de quel juge? Qui est le juge? On se justifie de qui nous juge? Je me dédouane devant qui? C'est là la question qu'ils vont se poser. Qui est le juge là? C'est qui le juge? J'ai envie d'abord de répondre à une personne qui est dans qui est en train de nous suivre en direct, qui m'a dit ceci, que mon propos était contradictoire, parce que j'ai évoqué l'armée coloniale. J'ai dit l'armée coloniale était faite d'indigènes. C'est un fait historique. Mais je n'ai jamais dit que les chefs vendaient des gens. Parce que la personne a écrit dans le forum, dans le direct sur Facebook, votre propos est contradictoire, parce que vous montrez l'armée coloniale, et vous êtes en train de dire que c'est parce qu'on dit que les chefs indigènes ont vendu des Noirs. J'ai parlé de l'armée coloniale. L'armée coloniale, c'est un mot bien précis. Nous sommes en période de colonisation. Les locodèrmes arrivent, ils engagent. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont facilement nous dompter. Vous savez bien que là où vous étiez dans votre forêt, vous rentrez en Gogmakoubi, aucun locodèrme n'aurait pu vous chercher là. Je rappelle en passant que Martin Paul Samba décide de se retourner. Il était officier d'une armée coloniale. Et on va massacrer son peuple, les boules, où il est à la tête de l'armée. Il a les larmes aux yeux, il dit c'est fini ça. Ça, ce sont des faits historiques.
Je ne suis pas là en train de... Moi, maintenant, on peut parler de façon propagandiste. Je ne suis pas un propagandiste. Je dis les faits. Et nous avons les responsabilités, comme vous m'avez posé la question, nous avons cette responsabilité-là. Notre responsabilité. Le retour de monsieur à Tangana. On n'est pas des gens parfaits. Notre responsabilité est de corriger. Notre responsabilité est d'essayer d'avoir techniquement ce qui nous donne la puissance technologique pour pouvoir faire face aux armées qui nous envahissent. C'est ça notre responsabilité. Je n'ai pas dit que nous n'en avions pas, et personne n'a dit que nous n'en avions pas. Mais ce que je dis, c'est que quelqu'un ne peut pas expliquer que nous devons oublier la mémoire collective d'un peuple martyrisé, violenté, humilié. Voilà. Merci à vous, Henri Tangana. André Christelle Fanga, sur la responsabilité des Africains. Le temps n'est-il pas venu qu'enfin on se remette clairement en cause et qu'on avance, se basant justement sur ce contentieux historique, sans toutefois l'oublier? Le contentieux historique, c'est qu'on doit ouvrir les archives. On doit mettre tout sur la table. La France nous doit combien? Mais est-ce qu'on va attendre éternellement qu'on ouvre ces archives? On ne va pas attendre. Mais nous sommes sur votre plateau, justement pour réveiller, pour sensibiliser, n'est-ce pas, pour éveiller davantage les Africains qui a eu un problème. Le retard que nous avons, c'est d'abord à cause de ceci. Maintenant, vous n'allez pas demander à des gens qui ont été éduqués et qui sont toujours éduqués et qui ont pour référentiel, n'est-ce pas, historique, le colon. Je vous ai pris au début de cette émission l'exemple du colon belge qui est actuellement au Cameroun comme entraîneur, soi-disant entraîneur. C'est un comportement de Belge qui demande à une école nationale africaine, noire, planétaire, que tu n'as été que coach de 3 semaines. Alors que le même joueur et président de la fédération tutoie les plus hauts sommets du monde. Donc il faut que nous rappelons à beaucoup de générations, à beaucoup de peuples, à beaucoup de nos frères, que oui, nous avons été victimes de quelque chose de barbare. Et ça existe et ça continue jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'a pas changé le système éducatif. Vous savez que le système éducatif est calqué selon l'Occident, selon les colons. Nous n'avons pas changé le système judiciaire. Le système judiciaire, c'est toujours le même système judiciaire colonial. Nous n'avons changé presque rien. Donc, nous avons du travail. Et pour que nous puissions arriver à une décolonisation complète, à une vraie appropriation de nos forces, alors il faut que nous nous débarrassons de tous ces oripeaux coloniaux que nous avons, c'est-à-dire, le doyen parlait tout à l'heure du franc CFA, vous voyez un peu, qui est une monnaie coloniale. Je vous rappelle que le franc CFA veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà. À quand cette prise de responsabilité à laquelle le président Patrice Talon appelle tant, passer un parfait d'homme? Mais, d'abord, vous savez, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. Le visage de l'homme noir en général, de l'Africain en particulier à travers le monde, ne pourra changer et ne pourra avoir de la considération de la part des autres peuples du monde que quand l'Afrique va décoller, va changer. Si l'Afrique reste dans la misère, là, comment voulez-vous que les gens nous respectent? Je continue de poser cette question. Même au Brésil, qui est le pays de l'Amérique latine où les Noirs ont plus ou moins de la place. Parce que je rappelle quand même qu'un pays comme l'Argentine, avant leur indépendance, le 1/3 de la population argentine était presque constituée de Noirs. Ils ont été complètement tous massacrés. Comment voulez-vous que ce qui se passe en Kanaki, que la France change de fusil d'épaule avec une Afrique comme elle est là, l'Afrique noire? Comment voulez-vous que ce qui se passe même en Australie, où nous avons nos frères aborigènes là-bas qui sont traités comme des animaux, on les met dans les parcs?
Comment voulez-vous que les gens changent de considération vis-à-vis de l'homme noir si nous, ici en Afrique, où nous nous disons indépendants, nous continuons à être dans cette situation-là? Comment? Donc c'est cette interpellation-là qu'il faut avoir. Avoir cette interpellation, je continue de le dire. Pour qu'elle soit même massive, pour qu'elle soit consistante, il faut toujours se réapproprier de notre mémoire historique, parce que c'est très important. Quand on sait ce que nous sommes, d'où nous venons, c'est un siècle d'esclavage, un siècle de colonisation, depuis pratiquement un siècle dans le néocolonialisme, on ne peut plus continuer à avoir des dirigeants qui hésitent. On ne peut plus avoir des dirigeants qui ont peur pour leur vie. On ne peut plus avoir des dirigeants corrompus qui sont incapables de punir la plupart de leurs collaborateurs qui volent, n'est-ce pas, la fortune de l'État, pillent sur la fortune, tapent sur la richesse nationale en toute impunité. Qui n'ont pas de vision. Qui continuent justement de penser que sans le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, de Rome, ne sais pas de quoi, ils sont incapables d'implémenter une véritable politique, n'est-ce pas, à la fois financière et économique de nos pays. Où sont passés les plans quinquennaux? Maintenant, c'est la navigation à vue. La navigation à vue totalement dans nos économies. Comment est-ce possible? La question du franc CFA. Mais qui va m'expliquer, qui peut me donner vraiment une explication qui a du sens avec cette affaire du franc CFA? C'est quoi? Donc je crois que la prise de conscience a même déjà commencé. La preuve, il y a ce plateau. La preuve, il y a ce plateau. Il n'y avait pas ce plateau il y a 15 ans. Je suis militant politique, comment dire ça, anti-France-Afrique, anti-impérialiste depuis plus de, je vais presque à 35 ans aujourd'hui. Mais on n'avait pas ces avantages. C'est déjà un pas, on ne dit pas non. Mais nous disons, et c'est là ce que nous constatons, ceux qui sont aux affaires, la plupart dans nos États, ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux historiques de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est ce bout-là que je prends, je caricature, mais dans l'analyse de M. Talon. Et je pense que lui-même, il se rend bien compte qu'il fait partie de cette espèce de gadou-là. Ou de ceux qui ne sont pas à leur place. Bon, voilà, j'espère bien qu'il s'en rend parfaitement compte. Il faut un nouveau type d'Africain. Il faut un nouveau type d'Africain. Vous allez chez un ministre, il y a l'un d'eux qui était d'ailleurs un grand ministre camerounais, il fallait voir quand il va au boulot, il part de chez lui pour aller à son bureau. Vous voyez le cortège de voitures haut de gamme qui accompagnait ce type. Vous vous demandez, mais ces gens sont des gens normaux? Mais c'est quoi ça? Donc, honnêtement, c'est-à-dire, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. J'ai dit, jetez Talon, l'individu, mais ne rejetez pas ses remarques, qui à mon sens sont pertinentes. Qui à mon sens sont pertinentes. Donc, honnêtement, l'Afrique ne doit pas être des gens qui sont frileux chaque fois qu'une espèce de critique, bien d'autocritique est faite contre l'Afrique ou bien par les Africains eux-mêmes. J'ai encore le livre. Nous sortons justement j'ai encore ce livre. J'ai longtemps combattu cet auteur en disant c'est un colonialiste, l'Afrique noire est mal partie. Mais quand tu relis ce livre aujourd'hui, tu vois les critiques et les peurs qui étaient déjà émises par cet auteur-là. Mais rien n'a bougé. Rien n'a bougé. On a comme l'impression que ce type était... il avait le don de la science infuse. Donc, honnêtement, chers Africains, quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes contre X ou Y, parce que nous critiquons, nous rejetons. Vraiment, ayons l'honnêteté de reconnaître que nous sommes vraiment dans la merde. Et qu'il nous faut de nouveaux types d'Africains, conscients, conséquents, et ayant de l'ambition pour notre continent, pour sortir rapidement de là. Et l'une des premières solutions, à mon sens, il faut qu'on aille rapidement vers des formes de solidarité que moi j'appelle d'unité. Il faut au moins la fédération, vraiment, il faut aller vers là pour contracter les lacunes, comme quelqu'un qui n'a jamais vu une machine à écrire quand on tapait comme ça, mais aujourd'hui qui peut utiliser l'outil informatique. On a fait un bond. Pourquoi pas sur le plan politique? Merci à vous, on ne le ferait pas. Merci. Dans quelques instants seulement, nous parlerons de cette visite annoncée du président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, annoncée à Bamako, puis à Ouagadougou ce 30 mai. Mais tout d'abord, nous mettons le cap au standard avec M. Sidi. Et ça tombe bien, puisque vous réagissez en direct du Bénin. Bonsoir à vous, M. Sidi. Bonsoir, Foyer Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs
africains panafricanistes. Bonsoir à toi, mon très cher frère Nguene. Bonsoir spécial à Aria Tangana, dont je fais mien tout ce qui vient de dire. Bonsoir au pasteur Fanga et à Patient Pafendo. Monsieur Nguene, s'il n'y avait pas la présence de monsieur Atangana, je m'aurais cru dans un plateau de France 24 ou bien de BF TV. C'est tellement dangereux de concerter les projets qu'on appelle de parti. C'est un coutume. Lorsqu'il était armé, enfin, France l'a dit. Ah, monsieur Sidi, nous avons du mal. Nous avons du mal. Ce qui s'est passé en Afrique. Votre signal est mauvais, monsieur Sidi. On ne vous reçoit pas. Je ne sais pas si c'est à notre niveau ou alors c'est à votre niveau. On a du mal à recevoir ce que vous dites. On a du mal à vous écouter, monsieur Sidi. Moi, je vous entends vraiment. Si vous m'entendez, je continue. Allez-y, on va essayer une nouvelle fois. Si pantalon, nous sommes mariés. La vérité. Qui a amené l'esclavage? Je ne sais pas qui a amené l'esclavage. Qui a amené le néocolonialisme. Ça ne s'arrange pas, monsieur Sidi, ça ne s'arrange pas. La qualité d'écoute n'est pas bonne. Et là, je crains vraiment qu'on ne puisse poursuivre avec vous. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre pour voir si on pourra avancer de toutes les façons. Un autre appelant ce soir au standard. Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Allô, est-ce que vous nous recevez? Oui, nous vous recevons, nous vous appelons depuis Niamey. Allez-y, vous avez 1 minute 30. D'accord, je vous remercie. Moi, c'est Abdelaziz Nassou Mourtala. Je suis le président de l'Alliance des jeunes panafricains pour le renouveau, AJPR. Nous avons appris avec indignation le propos déplacé du président béninois, M. Patrice Talon, donc lors de son déplacement en Italie. Vraiment, nous avons été très choqués qu'un président africain oublie que le peuple africain, c'est un peuple d'histoire. Il dit que l'histoire, si les Africains veulent se développer, ils n'ont qu'à oublier leur histoire. Alors, il n'a qu'à se rappeler, aucun peuple ne peut se développer en oubliant son passé. En oubliant réellement, digne de son nom, je parle de la dignité de tout son sens. Donc, difficile, justement, on a du mal à les avoir. Je ne sais pas trop pourquoi ça coince autant ce soir. Au standard, est-ce que vous nous recevez? Allô? Bonsoir, Foyou Média, c'est Bandaka Emmanuel, j'appelle depuis le Canada. Je salue mon père, une fierté de toute l'Afrique. Papa Pafendon, sois salué. Ton fils, depuis sa position, te salue, te rend un grand hommage. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne vais pas attendre ta mort pour venir parler sur ton cercueil. Tu ne sauras pas que je suis en train de te rendre hommage. Chaque fois que nous te voyons, nous instruire, te battre pour que cette Afrique se lève, pour que cette Afrique soit digne. Et aujourd'hui, de nos positions, nous sommes fiers d'être africains et de parler devant ces personnes qui pensent que nous étions des sous-hommes. Je tiens à te dire merci, pour te dire que je t'aime très fort. Si j'ai fini de dire ça, je tiens à saluer tout le panel et monsieur le journaliste. Oui, je viens directement sur le deuxième sujet concernant Diomaye Faye et sa visite au niveau du Burkina.
ce pays dont nous sommes tous fiers aujourd'hui. Je ne pense pas que Diomaye Faye peut se réconcilier avec nous. S'il vient, soit après son départ, il sera membre de l'AES, soit il ira rendre compte à ceux qui l'ont envoyé que vraiment l'AES est déterminé. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons un avantage. Notre avantage est que nos ennemis, nos adversaires sont inconscients que nous sommes conscients. C'est une force. Sinon, de vous à moi aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore mener une médiation pour que l'AES vienne dans la CEDEAO? C'est une preuve que nos adversaires, ceux qui nous combattent, sont inconscients. Le vent a pris une autre direction, et c'est la direction de la liberté. Parce que Papa Pafindon s'est battu, il y a longtemps qu'il se bat. Il s'est sacrifié pour cette Afrique. Et je pense que le bon Dieu ne va pas le laisser partir sans voir cette Afrique se développer, sans voir cette Afrique aller de l'avant. Donc je pense qu'il est en train de voir le fruit de ce qu'il a semé. Il est en train de récolter quelques fruits. Soyez-en sûrs, il n'y aura même pas de réconciliation. Soit bientôt, d'ici 1-2 mois, le Sénégal va être membre de l'AES, soit c'est fini. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. La patrie ou la mort, nous sommes en train de vaincre. Bye bye à vous et bonne continuité. Merci à vous, très cher Badaï Kadi, pour votre contribution depuis le Canada au Standard. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Vous êtes sur For You Media Africa, vous avez donc la possibilité de réagir sur les thématiques de ce soir. Tout d'abord, la sortie du président Patrice Talon, pour qui les Africains sont seuls responsables de leur sous-développement. Et bien sûr, la deuxième thématique concerne cette visite d'État, ou du moins cette double visite annoncée du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, attendu à Bamako puis à Ouagadougou ce 30 mai 2024. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Alors on fait quoi? Est-ce que nous l'avons, ce téléspectateur? S'il ne réagit pas, on peut provisoirement revenir sur le plateau en espérant bien sûr pouvoir rentrer au standard avant la fin de cette émission. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Je dis, j'aimerais en tout cas, ce ne sont pas nos grands-parents qui ont organisé l'esclavage sauvage qui a privé l'Afrique de plus de 200 millions d'habitants. Ce ne sont pas nos ancêtres qui ont organisé la colonisation pendant 400 ans. Je lui rappelle, Monsieur le Président, ce ne sont pas nos grands-parents qui ont créé les institutions criminelles de Bretton Woods qu'on appelle FMI et Fonds mondial qui nous imposent tout. J'aimerais rappeler que la corruption est venue en Afrique à travers, qu'on appelle les Européens. En Afrique, il n'y avait pas de corruption. Il a fallu l'arrivée qu'on appelle de ces blancs criminels pour que l'Afrique rentre en contact avec comme on l'appelle, la corruption. Monsieur Patient Pafindon nous a parlé de corruption, oui. Mais la corruption qui oblige nos chefs d'État à détourner, qui oblige nos ministres à voler, c'est pour les avoir et les tenir qu'on appelle par la main pour qu'ils ne puissent pas agir. Mais écoutez, de quoi nous parle-t-on? Nous, ce n'est pas pour dédouaner quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous disons que nous ne sommes responsables de rien et nous sommes prêts à le leur démontrer. C'est ce qui est en train de se passer du côté de l'OAS, où les gens ont pris leurs responsabilités et aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont en train de dire que nous sommes responsables qu'on appelle de tout ce qui s'est passé, ils sont en train de demander à l'AES d'aller aux élections. Nous n'irons pas aux élections parce que nous connaissons de quoi ils sont capables et où ils iront. Le Brésil, donc, il est en train de prendre l'image. Qu'est-ce qui s'est passé quand le Brésil a voulu se développer? Ce n'est pas par les paroles, ce n'est pas en voulant aller en guerre contre ses frères de l'Amérique latine que le Brésil occupe la place qu'il occupe. Non. Le Brésil occupe la place qu'il occupe parce qu'ils ont pris aussi leurs responsabilités. Que nous, aujourd'hui en Afrique, nous sommes en train de prendre. Mais c'est dangereux de dire que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de quoi? On réfléchit à l'Occident. Qu'on appelle notre monnaie est occidentale, notre langue est occidentale, tout est occidentalité. Nous nous sommes imposés ça. Mais c'est quoi cette histoire-là? On est en train de nous dire, de parler de la politique. Ce n'est pas de la politique ici, il s'agit du destin de tout un peuple, de l'Afrique.
Nos ancêtres sont morts, un peu de quand même. Il est temps que les gens se responsabilisent. L'Afrique n'est responsable de rien, M. Patient Pafendom. Nous ne sommes responsables de rien. Ce n'est pas une fuite de responsabilité. Maintenant, nous sommes en train de prendre nos responsabilités. Et nous attendons quiconque, je dis bien quiconque, qui viendra se mettre contre qu'on appelle la dynamique panafricaine et qui va nous demander encore d'aller aux élections ou bien de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est de ça il est question. Aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Nous les attendons, ces brebis galeuses et des criminels là. Pour finir, pour chuter, j'aimerais rappeler à Joma Faye que nous avons vu toute sa visite avec les endocolons, c'est-à-dire des sous-préfets de la France, des valets locaux. Nous avons vu qu'il a sillonné un peu partout. Nous l'avons à l'œil. Nous savons qu'il n'est pas panafricaniste. Et nous sommes prêts à le démontrer. Qu'on appelle l'enfant sait courir, mais il ne sait pas se cacher. Et derrière nous, comme le dit le président Badakani, ce panafricanisme est guidé par le vrai Dieu, la main de Dieu. Ce ne sont pas les propos de quelqu'un qui vont nous amener nulle part. C'est Dieu qui guide ce qu'on appelle ce panafricanisme. Et rien ne se passera. Quiconque voudra se mettre, que ce soit à l'interne ou à l'externe, voudra se mettre contre le panafricanisme sera humilié. For you television, another view of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci à vous, Monsieur Sidi, depuis le Bénin, pour votre réaction. Alors, nous restons au standard pour prendre un dernier, voire les deux derniers appelants, avant de revenir sur le plateau. En fait, moi, je trouve que le président Talon a raison. Hein. Il vient juste justifier le fait qu'il fait partie des traîtres sur lesquels les Occidentaux se basent pour nous maintenir dans la précarité dans laquelle nous sommes, c'est tout. Il vient juste attester qu'il fait partie des pions qui détruisent l'Afrique. Quand il dit que les Africains sont responsables de ce qui leur arrive, là, il sait de quoi il parle. En fait, c'est lui l'Africain et les autres qu'il connaît très bien qui font ce qu'il est en train de dire. Donc, moi, je ne suis pas vraiment d'avis avec le doyen aujourd'hui sur cette question-là. C'est vrai, on peut s'interroger et puis faire des rétrospections, mais on ne peut pas être d'accord avec ces, excusez-moi, je serais un peu trop fort, avec ces balivernes venant d'un chef d'État qui au moins a la capacité ou bien a les moyens de se cultiver sur ce que l'Afrique a vécu, sur ce que l'Afrique a traversé. Venant d'un chef d'État, dans un discours officiel, c'est très grave. Ça peut rester dans la mémoire collective pendant longtemps, ce qui vient de sortir là. Comment un président d'un État, un État qui est culturel, parce que le vaudou, c'est une culture béninoise qui est au Brésil, qui a été déportée au Brésil grâce à cause de l'esclavage. Le président Talon ne peut pas dire ça, et puis on va dire qu'il a raison de dire ça. Mais s'il dit ça, moi, la raison que je trouve, c'est qu'il fait partie des pions qui maintiennent l'Afrique dans ce taux de sous-développement. Quand on veut se lever, on veut lutter contre le franc CFA, c'est lui qui met les gens en prison. Le pauvre jeune Kémy Séba, il est béninois. On sait combien de difficultés il rencontre là-bas au Bénin. Donc Patrice Talon, il sait de quoi il parle. Quand il dit que les Africains, ce sont ces élites-là qui ne veulent pas que l'Afrique s'en sorte. Et Patrice Talon en fait partie. La majorité des élites et des responsables, des présidents africains aujourd'hui ne se battent pas pour faire sortir leur pays de la précarité dans laquelle les ont mis les pays occidentaux. Tous les pays occidentaux aujourd'hui développés ont été développés par quoi? Quand même, on connaît l'histoire. Tous les grands buildings, tous les grands sites touristiques, les grands bâtiments qu'on voit dans les pays occidentaux, qui les a construits? C'est sur la sueur et le sang de quel peuple tout ça a été construit. Comment un Talon peut venir nous dire ce genre de choses? Vraiment, je suis désolé, mais il faut bien pousser la réflexion et faire attention quand on lui dit qu'il a raison. Il faut... Merci pour votre réaction. Est vraiment aussi sérieux, mais parce qu'il fait partie de ces personnes-là qui sont en train de nous enterrer aujourd'hui, ou on est en train de lutter pour sortir la tête. Eux, ils font tout pour nous enterrer. Merci, là, monsieur. Je suis sûr qu'il va aller tisser des alliances avec nos ennemis
et puis ils vont venir encore combattre le peuple africain. Merci. For You Media, on est ensemble, que Dieu nous garde. Merci pour votre contribution, très cher monsieur, votre message, il est passé, votre point de vue, nous l'avons, merci à vous. Nous restons aussi... qu'on voit dans les pays occidentaux, qui les a construits? Merci, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, avec le concours de la réalisation, avancer rapidement et prendre le dernier appelant de la soirée. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Ok, bon, bonsoir, je serai rapide, je serai bref aussi. Je salue tous les techniciens, je salue le doyen et puis le pasteur. Alors moi, je voulais parler du voyage du président sénégalais qui va arriver au Sénégal, au Burkina demain. Moi, je pense que je n'ai pas trop de choses à dire, mais ce qu'ils vont se dire, c'est sur ça, moi, je vais me baser pour parler. Sinon, présentement, il peut aller voir ses frères. Peut-être il a été élu, il veut les visiter pour discuter de quelque chose, ce qui va se passer dans la sous-région, peut-être. Mais pour le moment, moi, je ne veux pas trop parler sur lui. Mais ce qu'il va dire, ce qui va sortir de sa bouche demain, là, c'est ça. Sinon, pour dire que lui, ça va là-bas pour qu'il revienne à la CEDEAO, moi, c'est une idée qui ne passe même pas dans ma tête. Ça, c'est la moindre des choses. Tout simplement, il va là-bas pour saluer ses frères. Tout le combat qu'ils sont en train de mener présentement, pour leur dire merci. Pour moi, c'est ça, je vois. Sinon, maintenant, pour venir sur Talon. Talon, aujourd'hui, vous voyez même, merci mon frère qui vient de parler tout à l'heure. Je suis tellement d'accord avec lui. Parce que voici des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont présidents dans leur pays. Parce que présentement, ce qu'il a fait avec le Niger, là, c'est un président, ça. Hein? Tu fermes tes choses, ta frontière pour mettre, comment dire, la difficulté dans ton pays. Tandis que toi, tu vas recevoir de l'argent des gens, mais tu fais comme si c'était gratuit. Alors aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire au Brésil là-bas, parce que ce sont des gens comme ça. Pourquoi il a quitté, il est parti comme ça pour passer des jours là-bas? C'est pour te dire de n'importe quoi. Moi, je ne considère pas ce monsieur-là. Il n'est pas là. Il pense que demain, tout ce qu'il est en train de faire présentement, toutes ces choses, ces richesses qu'il a accumulées présentement, là, demain, on va le mettre dehors. Parce que présentement, il fait les affaires en Côte d'Ivoire, non? C'est à cause de ça, il est en train de parler de n'importe quoi sur choses à l'étranger là-bas pour insulter les choses des Africains. Hein? Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est le champ de coton qu'il a là. Demain, nous, on va envoyer ça au Bénin là-bas, comme ça, il va bien les cultiver là-bas. Sinon, c'est à cause de toutes ces choses-là, pour ne pas qu'on bloque ces champs-là, et pour que les Français viennent piller les choses, comme les Africains, c'est pourquoi il est en train de faire de n'importe quoi. Vraiment, je m'arrête là et je laisse la parole parce que je ne vais pas trop aller sur ce que ce monsieur a fait. Je ne sais pas si c'est vraiment un président. Merci. Merci à vous. Zerfel, on va prendre le dernier. C'est vrai que tout à l'heure, je le disais, mais tellement ils insistent qu'on ne peut pas ne pas les prendre. C'est tout de même leur instant. Monsieur Peter, vous êtes avec nous. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur Baudelaire. Merci beaucoup, Constantin. Je veux saluer vos invités. Je vais être très bref sur les deux subjets. Parlons du premier sujet. Vous savez que M. Talon est en train de remplir une feuille de route. Donc, du coup, le même discours que les politiques français tiennent au sein du Sénat, de l'Assemblée, je l'appelle la Chambre noire. Eh bien, c'est ce qu'il répond parce qu'on lui a dit que s'il ne suit pas le feuille de route, il va sauter comme un bouchon de champagne, right? Donc, il ne faut pas lui en vouloir. La seule chose qu'on puisse demander au peuple béninois, c'est d'avoir simplement les yeux ouverts et de prendre le destin en main en le sanctionnant lors des prochains scrutins qui va peut-être avoir lieu là-bas. C'est la seule chose à faire. Pour l'instant, il sait ce qu'il fait tout ce qu'il veut, comme M. Macky Sall avait fait à l'époque de son pouvoir, dans la maltraitance et dans la soumission à ceux qui ont permis qu'il soit élu président. Maintenant, si je peux venir sur le deuxième sujet qui fascine beaucoup les panafricains, qui les rend un peu très coloreux, il faut comprendre M. Diom et M. Sanko pour la simple raison que beaucoup de choses se sont passées. Si les gens savent lire les signes géopolitiques, sous condition de ne pas se présenter et de laisser l'autre, a été en fait un jeu, excusez-moi, un jeu de pétanque, parce que c'est une spécialité marseillaise française de Saint-Exupéry. Donc, vous voyez, ils ont joué à ce jeu, ils sont montés au pouvoir, mais il faut faire semblant de faire plaisir à ceux qui vous ont
comme on dit en français, coachés, qui vous ont accompagné dans cette lutte de la place que vous occupez. Le champ sur le pupitre pour dire que oui, nous allons entrer dans l'AES. Ça peut être très, 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 très fatal. C'est pourquoi M. Sonko a tenu ce discours que je peux dire très diplomatique vis-à-vis de M. Mélenchon, pour lequel également son homologue qui est présidente a également fait des actions, comme on peut dire, géopolitiques, en allant en Mauritanie, en allant dans des pays de la CEDEAO. Je crois que même la Côte d'Ivoire fait partie de sa liste de visites. Donc vous voyez qu'il est en train de jouer ce jeu. Mais en réalité, sa rencontre avec le président du Burkina, c'est pas pour dire à l'AES de renoncer et de venir à la CEDEAO. Plutôt, on dit en vase close, c'est tout simplement le demander comment est-ce que vous garantissez mon entrée dans votre organisation. Voilà un peu ma vision et je pense, pour moi, elle peut être plausible. Si vraiment je me trompe, mais tel que je le vois venir, il sait qu'il ne peut pas se mettre à dos avec des pays qui ont déjà tissé de grandes relations avec Russia. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup de me donner l'antenne. Merci à vous. Merci, Monsieur Peter. Depuis l'Écosse, et nous revenons sur le plateau pour les 20 dernières minutes et qu'il nous reste, messieurs, pour parler de la visite annoncée, enfin, de Bassirou Diomaye Faye au sein de l'Alliance des États du Sahel, tout du moins, auprès justement des 3 pays fondateurs de l'AES, ces pays qui ont paraphé, on le rappelle, au mois de septembre 2023, la charte du Liptako Gourba. Eh bien, Bassirou Diomaye Faye est officiellement donc attendu du côté de Bamako et de Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Un double déplacement durant lequel ce dernier et son homologue, ou du moins ses homologues, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, vont échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur des sujets d'intérêt commun. Cette visite d'amitié et de travail, cependant, Henri Atangana intervient dans un contexte un peu particulier. On nous parle certes du renforcement des relations de coopération entre Dakar, Bamako et Ouagadougou, mais on ne peut pas dissocier cette arrivée de Bassirou Diomaye Faye du contexte géopolitique sous-régional avec les recommandations formulées la dernière fois par le président en exercice de la CEDEAO qui missionnait entre autres Bassirou Diomaye Faye afin que ce dernier réussisse donc à convaincre les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso ou encore du Niger de revenir sur leur position de retrait de l'AES. Du coup, on se pose la question, sous quel prisme voyez-vous, entre autres, ce déplacement du président Bassirou Diomaye Faye, qui sera d'ailleurs son premier du côté du Mali ou encore du Burkina Faso? Avant de commencer, je vais compléter la question présidente en 3 secondes. Il y a une dame, Marie-Madeleine Tanga, qui nous suit sur Facebook, qui a écrit « Qu'est-ce que M. Talon a fait au Bénin en conformité avec ses propos ?» Il est chef de l'État, chef de l'exécutif. Je ferme cette parenthèse, réfléchissez, vous allez me dire. Voilà. J'ai cité l'auteur de la question parce que j'aime citer ce que je lis. Très bien. On revient à la question que vous avez posée. En réalité, c'est très difficile à dire. Parce que je viens d'écouter M. Peter avec beaucoup d'attention. Et la première fois que vous m'avez invité sur ce sujet, j'ai pensé comme lui, mais je n'ai pas voulu le dire. Parce qu'il ne faut pas toujours dévoiler les démarches qu'il y a. Parce qu'on peut aussi imaginer que le chef d'État du Sénégal, pendant ses visites dans les États de l'Alliance du Sahel, au lieu de dire ce qu'il annonce, qu'il fasse autre chose. Qu'il aille leur demander, au fait, comment vous avez fait? Comment on peut faire pour vous rejoindre? Comment on fait pour se sécuriser? Parce qu'il faut quand même savoir que pendant son discours, sa campagne présidentielle, son parti avait été plutôt du discours des États de l'Alliance du Sahel. On peut voir ça. Mais officiellement, il essaye de les ramener à la CEDEAO qui, pour moi, je dis, est un non-sens. On ne quitte pas une structure parce qu'elle ne correspond pas aux attentes, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'est pas créateur de ces structures. Et je le redis, ces structures à partir de l'Organisation de l'Unité africaine et tout ce qu'il y a eu autour, ces structures ont été créées, les institutions ont été créées par les impérialistes, pour les impérialistes. On crée une institution pour atteindre des résultats. Ils ne sont pas venus créer ces institutions pour nous. La BCAO, la CEMAC, tout ce bric-et-brac là, ce sont des structures créées par eux qui leur permettent de nous contrôler. De trouver donc des talents
ouais, des talons pour les gérer. En effet, il y a un monsieur qui a aussi rapporté, je me souviens au début du propos, je vous ai parlé de l'armée coloniale. Et je vous ai dit qu'il y avait des indigènes dans l'armée coloniale. Ils étaient quoi pour nous? Ils étaient des élites. À quoi assistons-nous aujourd'hui? À des élites africaines qui vendent. C'est pour ça que j'ai fait le rapport avec cette armée coloniale. Le Talon n'est qu'un soldat de l'armée coloniale à l'époque. Très bien. En même temps, qu'est-ce qu'on attend du président du Sénégal aujourd'hui? D'être une élite de l'armée coloniale, donc d'aller rechercher les pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, pour les ramener dans le machin appelé CEDEAO, par lequel le marionnettiste manipule les marionnettes. Après, on peut dire ce qu'on a envie de dire. Et moi, je pense que les États de l'Alliance du Sahel, ça, c'est plutôt ce vers quoi on devra aller, parce que là, les États africains créent des institutions, une institution à leur service pour les résultats qu'ils attendent. Voilà. Donc, pour moi, cette visite, on attend de voir. Bon, il y a ce qu'ils annoncent, nous savons très bien qu'il y a l'annonce d'un homme politique et la réalité de ce qui se fait. Et très souvent, quand les chefs d'État se déplacent, ce qu'ils annoncent n'est pas toujours ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Même entre eux, chefs d'État, ils se demandent s'ils se comprennent. Je veux dire que quand Obama vient en France, enfin je dis Obama c'est à l'époque parce qu'Obama était venu en Europe et il avait écouté les gens et qu'on lui a demandé pourquoi il écoutait les chefs d'État et les chefs de gouvernement occidentaux, il a dit que ben, vous voulez bien savoir ce que je pense. Il faut savoir que dans le monde c'est comme ça, deux chefs d'exécutif qui se racontent, l'un n'est pas sûr que ce que l'autre dit, il croit. Parfois même ici il y a des conventions, ces conventions sont bidons. Et nous Africains on sait. Et je crois qu'on a déjà eu l'expérience de ce qu'on appelle la convention bidon. On est sorti de l'esclavage avec quelle convention? Tout c'était du bidon pour nous mettre dans le néocolonialisme. Regardez la Nouvelle-Calédonie. Donc, on va attendre de voir à peu près ce qui va se faire. Mais on peut espérer que un pays, les États de l'Alliance du Sahel, ne retourneront pas dans le machin appelé CEDEAO. Effectivement, vous avez raison, Henri Tangana, pour relancer justement André-Christophe Fanga sur le plateau. Il y a ce qui est dit de façon officielle et la présidence sénégalaise l'a relevé. La visite d'État du président Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de coopération qui lie aussi bien Dakar à Bamako que Dakar à Ouagadougou. Mais de façon officieuse, on ne peut pas ne pas évoquer les récentes sorties du président Bassirou Diomaye Faye. Du moins, dès sa prise de pouvoir, il avait dit l'une de ses principales missions sera de ramener l'AES au sein de la CEDEAO. Une chose qui s'est confirmée lors de ses précédents déplacements. On se souvient justement de son tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Tout récemment, on se souvient de la promesse faite, entre autres, au président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu. Et là, il dit se rendre pour la première fois au Mali et au Burkina Faso. Que doit-on attendre justement de ce déplacement, de ce double déplacement du président Bassirou Diomaye Faye? La concrétisation de ces propos. Ces propos, il est devenu l'homme d'État, le président de la République. Il n'est plus l'opposant, il n'est plus l'adjoint, n'est-ce pas, au parti du PASTEF, n'est-ce pas, du Premier ministre Ousmane Sonko. Il est devenu maintenant le président de la République du Sénégal. Et il y a des codes diplomatiques, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a tout ça qui doit entrer en jeu dans cette logique-là. Et l'une des choses que moi je pense et que je voudrais développer pour les petites minutes qui nous restent, c'est simplement ne confondons pas, n'est-ce pas, ceux qui ont acquis le pouvoir par les urnes et ceux qui l'ont acquis par les révolutions. Ces deux personnages d'abord moulés de deux façons, n'est-ce pas, et qui doivent conduire la politique de deux façons. Parce que la révolution, n'est-ce pas, n'a de compte à rendre presque à personne. Et c'est le peuple qui les accompagne dans cette révolution-là qu'ils ont engagée. Aujourd'hui, vous avez des hommes politiques. Diomaye Faye est un homme politique qui est arrivé au pouvoir par la volonté politique d'un peuple qui est par des mécanismes, n'est-ce pas, de la soi-disant démocratie occidentale. Donc, c'est deux comportements bien différents. Est-ce que c'est une façon pour vous d'enterrer l'euphorie, l'enthousiasme
qui a animé plus d'un au lendemain justement de l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye. Parce qu'on avait tout entendu, messieurs. Oui, Bassirou, il arrive, Sonko, il est là, c'est fini, le Sénégal va intégrer l'AES. Écoutez, je pense que tout est encore possible. Et l'une des choses que je voudrais vous dire, c'est que même dans l'engagement des États de l'AES aujourd'hui, ils utilisent encore les vestiges de la colonisation. C'est-à-dire, par exemple, l'AES, les États de l'AES ont quitté, par exemple, la CEDEAO, mais ils n'ont pas quitté l'UEMOA. Les États de l'AES utilisent encore le franc CFA. Les États de l'AES reçoivent encore des financements des États, n'est-ce pas, hégémonique dont nous dénonçons aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, l'Allemagne, par exemple, vient de signer encore un contrat, l'occupation d'une base militaire, n'est-ce pas, au Niger, oui. Oui, les Allemands vont rester. Vont rester au Niger. La base militaire allemande va rester. Le contrat a été renouvelé. A été renouvelé. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se font, n'est-ce pas, qu'on ne veut pas véritablement entrer, mais nous commençons à préserver les acquis. Ce que vous nous donnez, nous prenons et on s'appuie sur ça pour davantage appuyer sur l'accélérateur que avançons plus rapidement, parce que c'est pour ça que l'une des dernières fois j'étais très émotif par rapport au programme politique de Parfendom qui disait l'unité politique du continent. Je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on accélère, parce que nous avons vu deux géants, par exemple deux pays hyper puissants, la Russie et la Chine se mettre ensemble et signer des contrats et des conventions ensemble, n'est-ce pas? Ils sont déjà assez forts, la Chine est déjà assez forte économiquement, la Russie est déjà assez forte militairement, et se joindre encore ensemble pour dire que faisons, n'est-ce pas, l'économie et la guerre vont ensemble, sachant qu'on a des adversaires qui ont une pensée et une démonstration de puissance, n'est-ce pas, hégémonique et abrasif et corrosif pour nous mettre à terre. Donc nous, les États embryonnaires, comme le Sénégal, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso et tout le reste des États de l'Afrique, là, je dis bien des États embryonnaires. Comment nous ne pouvons pas accélérer le processus de mise ensemble, n'est-ce pas, pour que nous puissions former véritablement ou une fédération ou une unité, n'est-ce pas, politique africaine, parce que ça peut commencer. Et je prends toujours les exemples avec les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas commencé avec 50 pays. Ils ont commencé avec 13 pays. Donc on peut commencer par quelque chose. Donc l'arrivée de Diomaye Faye, n'est-ce pas, dans ces différents États, c'est un espoir. Nous gardons espoir que oui, des choses peuvent être faites. On peut accélérer. D'ailleurs, nous avons été très déçus parce que dans les révolutions que nous avons eu la révolution en Guinée et Conakry. Il y était déjà, il s'est rendu récemment du côté de Guinée. Mais écoutez, nous étions, on avait espoir. On a dit, bon, ok, on a chassé le dictateur Alpha Condé, on a l'ami de Bolloré, on a chassé. Maintenant, quelle est la position de la Guinée-Conakry? On est quasiment perdu là, alors qu'on savait qu'on avait 4 États où il y a eu des révolutions, où on savait que cette alliance-là devait se consolider le plus rapidement possible. Donc, vous voyez qu'il y a des logiques, il y a des pesanteurs. Et d'ailleurs, je vous attire déjà l'attention en Centrafrique. Il paraît que l'Union européenne est en train de vouloir financer les élections. De toutes les façons, nous aurons l'occasion d'en parler. On va faire des recherches dans ce sens-là. Alors, je veux m'appuyer, patient Parfendom, sur quelques éléments de l'analyse d'André Kistel Fanga. Nous avons en face deux modes d'accession, ou du moins d'arrivée au pouvoir. Du côté du Sénégal, il y a bien sûr cette fameuse démocratie qui est brandie. Bassirou Diomaye Faye est élu. Et au sein de l'AES, on a des militaires qui incarnent cette révolution qui est clairement impulsée. Alors, je le disais tout à l'heure, on avait tout entendu. Le programme porté par le PASTEF à cette présidentielle, et tout le monde s'attendait à ce que le premier voyage de Bassirou Diomaye Faye en tant que chef d'État se fasse au sein de l'un des États de l'AES. Finalement, ça n'a pas été le cas. On l'a vu faire des promesses à d'autres chefs d'État comme quoi il pouvait convaincre entre autres l'AES de revenir au sein de la CEDEAO, et là il décide enfin de se rendre du côté du Mali ou encore du Burkina Faso. Sommes-nous dans la phase de la concrétisation enfin de ce que bon nombre attendent aujourd'hui, c'est-à-dire voir le Sénégal
rejoindre? Ça peut paraître banal ma question, mais est-ce que nous sommes dans la concrétisation justement de ce que bon nombre de nos téléspectateurs attendent forcément, voir le Sénégal rejoindre enfin l'AES? D'abord, je demande, merci Christelle pour ton développement, je demande aux Africains, aux Panafricains d'être lucides et foi. Lucides et foi, parce que il faut avoir le courage de voir la vérité en face. Ouais. Il faut avoir le courage de voir la vérité en face, parce que sinon, on aura comme des espèces de soleil déçus. Premièrement, tout à l'heure, que c'est venu dire, je me demande pourquoi les gens n'insistent pas pour demander à M. Doumbouya, qui est arrivé au pouvoir par le biais d'un coup d'État, de rejoindre l'AES. Je ne vois pas beaucoup de pression autour de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Comme autour du Sénégal. Autour du Sénégal. Je ne comprends pas bien pourquoi. Les autres sont passés par une élection et je vous avais dit, avec cette élection-là, cette élection agirait comme des espèces de missiles dirigés contre vers l'AES, contre l'AES, surtout du mode par lequel ils ont utilisé pour arriver au pouvoir. Parce que les occidentaux continuent de crier que ce que l'AES fait là, c'est rien d'autre qu'une prétention des militaires de s'accaparer au pouvoir par des voies antidémocratiques. Et ils célèbrent la cession de Diomaye Faye au pouvoir en démontrant que vous voyez qu'on peut bien résister, souffrir, mais arriver au pouvoir par des voies démocratiques. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart des panafricains qui célèbrent l'AES nous ont aussi présenté l'élection sénégalaise comme quelque chose d'exceptionnel, comme une victoire. Vous voyez la contradiction dans l'affaire. Mais il y en a aujourd'hui qui regrettent. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y en a qui ne savent pas trop sur quel signal ils se basent. Beaucoup appelaient avec des trémolos dans la voix, comme j'ai écouté mon ami depuis le Bénin là, en nous insultant même. Ils n'ont pas aujourd'hui la facilité et l'honnêteté de reconnaître qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas ça qui est important, premièrement. Deuxièmement, Diomaye Faye on lui a confié une mission. Ça au moins, officiellement, c'est reconnu comme tel. Il est allé tâter le terrain. Il est jeune. Il peut avoir des rapports un peu plus faciles avec Ibrahim Traoré que si c'est le cas avec Tinubu, premièrement. Deuxièmement, il est sorti d'une preuve de feu, selon eux, qu'il a consacré président. Ça veut dire que le vécu, il a ce vécu. Voilà. Donc on peut estimer qu'entre les deux, il peut avoir quand même pas des similitudes, mais accords de principe pour évoluer vers des dynamiques vertueuses, n'est-ce pas, dans cette sous-région-là. Mais à mon sens, ce que je sais, c'est qu'il a été missionné, il va tâter le terrain, et après il va rendre compte à ceux qui l'ont missionné pour tenter de convaincre justement les États de l'AES de revenir au sein de la CEDEAO. Je vous ai fait mes propositions aussi dernièrement en disant, à mon sens, il ne faut pas rejeter la visite de Diomaye Faye, ni cette tentative de médiation, mais que les autres l'attendent avec des conditionnalités fermes. Ça sera la victoire, une autre victoire de l'AES. Quand on parle de négociations, il ne faut pas les voir comme des rounds infinis. Même par le biais de ces visites-là, les gens peuvent se parler, les gens peuvent échanger, les gens peuvent dire des choses, se dire des choses, dans le sens du renforcement de la coopération, que ce soit bilatéral, que ce soit sous-régional. Une chose est sûre, il faut que les Africains se parlent. Il faut que les Africains se disent la vérité. Il faut que les Africains commencent à construire des rêves pour demain, pour leur peuple. Et ça, qui mieux que ces deux jeunes-là, de commencer à se parler, même si nous constatons qu'il y a des distances du point de vue, j'allais dire, philosophique et idéologique, de la conception de comment accéder au pouvoir. Mais les intérêts partagés entre ces deux peuples sont tellement énormes, comme c'est le cas avec le Mali, comme c'est le cas avec le Niger, que je pense qu'il faut justement, en revenant à la première thématique, qu'enfin, entre les guillemets, que nous avons aujourd'hui, des dirigeants
qui veulent comment dire ça, créer le feu pour que, sans oublier le passé, nous puissions nous projeter dans l'avenir comme des États libres, indépendants et souverains. Voilà. Le moment est venu. À eux de voir ce qu'on peut voir. Donc, mais ne pas rejeter la visite de non, Bassirou il ne faut pas du tout la rejeter parce que la rejeter, c'est fermer la porte à une opportunité. Cette opportunité, elle est là. On va revenir sur vos plateaux pour commenter, n'est-ce pas, les conclusions et, n'est-ce pas, les rendus de cette visite. Et en fonction de ça, nous pourrons voir. Je sors par une petite mimique. Allez-y. Il ne faut jamais désespérer de l'homme. Parce que le travail que nous abattons, il est extrêmement important. Il est extrêmement important. Mais dans l'immédiat, je ne suis pas du tout dithyrambique ou bien euphorique sur les conclusions et les suites qui vont dans le sens de ce que nous souhaitons dans l'immédiat. Sachant les tenants et les aboutissants de chaque camp, de chaque État, mais surtout des rapports qu'ils ont vis-à-vis de ceux qui tentent encore de tirer l'Afrique vers le bas aujourd'hui. Et en cela, je le dis, en nous réappropriant de notre réalité historique, il faut vraiment qu'on se projette très rapidement vers le futur. Pleureux, et comme disait Aimé Césaire, pleurer, n'est-ce pas, se languir, se rouler au sol, ne sert à rien. Nous sommes pour là, il faut aller de l'avant. Voilà. Merci à vous. Je voulais juste en une minute d'épée. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a une chance d'avoir une jeunesse consciente. Parce que l'une des choses que nous avons réussi à faire, c'était de conscientiser l'Afrique. Et c'est pour ça que les Diomaye Faye Sonko et tout ça pouvaient adopter le discours panafricaniste dès le départ, parce qu'il faut l'avouer, dans leur prise de position, il y a de cela 10 ans, ils étaient déjà dans la logique, n'est-ce pas, de ce que nous parlions, de ce que nous dénoncions et de ce que nous voulons. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ces différents éléments-là, n'est-ce pas, on peut puiser le meilleur, parce qu'aujourd'hui, il y a des courants, il y a des négociations, il y a des puissances, il y a des forces, n'est-ce pas, qui se mettent, n'est-ce pas, pour justement tirer, n'est-ce pas, ces hommes et ces femmes de leur côté. Je finis avec cette anecdote. Quand le président Roch-Marc Kaboré arrive au pouvoir, il vient avec des élans panafricanistes. Il vient dans la logique, n'est-ce pas, de dire que ok, le Burkina Faso revient sur les sentiers de Thomas Sankara. Mais finalement, le peuple ne l'a pas accompagné, n'est-ce pas, dans la logique de consolidation de cet esprit sankariste. Finalement, il s'est retrouvé... Est-ce le peuple ou alors les réalités du pouvoir? Pas les réalités du pouvoir d'abord, mais le peuple qui devait mettre... Parce que le vrai détenteur du pouvoir, c'est le peuple. Et je pense que c'est cet éveil-là qui maintient, par exemple, Ibrahim Traoré au pouvoir. Sinon, il serait déjà assassiné. Vous voyez un peu, parce que le peuple veille au quotidien, ne l'abandonne pas. Donc, il faut absolument que le peuple sénégalais n'abandonne pas leurs élus et leur rappelle au quotidien, parce qu'aujourd'hui, c'est là maintenant que les mouvements, c'est-à-dire les mouvements de société civile, les mouvements associatifs et tout ça, doivent maintenant mettre la pression et dire que, monsieur le président, vous avez été élu, nous vous avons fait confiance parce que vous tenez ce discours, parce que vous avez dit ceci, parce que vous voulez faire du Sénégal ceci. Et donc, vous voyez que ça va consolider davantage, n'est-ce pas, leur pouvoir, leur système, leur idéologie. Et là, ils seront protégés. Donc, véritablement, que le peuple sénégalais ne les abandonne pas, que le peuple, les peuples africains, les panafricanistes n'abandonnent pas les éléments que nous avons déjà. Les éléments que nous avons déjà pour davantage présenter comme trophée que nous avons déjà remporté. Parce que c'est différent. Chefs d'État que nous avons aujourd'hui, que ce soit ceux de l'AES, que ce soit ceux du Mali aujourd'hui, c'est quand même le discours panafricaniste qui a révolutionné les pensées dans les populations pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Merci à vous. André Kistel Fanga, journaliste, directeur de publication de la Dépêche du Midi, patient parfait d'homme politique, Henri Atangana, journaliste également. Vous étiez nos invités pour ce qui est bien sûr de cette édition du Point sur l'actualité, édition du 29 mai 2024. On serait terminé sans toutefois remercier de nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.